La révolution qui vient. Journal Freedom, Londres, numéro 1, octobre 1886. Nous vivons à la veille d'événements de grande ampleur. Avant la fin du siècle, nous serons témoins de grands mouvements révolutionnaires qui bouleverseront la situation sociale en Europe et probablement aussi aux États-Unis d'Amérique. Il est impossible de prévoir les tempêtes sociales avec la même précision que celles qui traversent l'Atlantique pour venir sur nos rivages. Pour autant, des indices nous permettent de prédire l'approche de ces grands bouleversements qui affectent périodiquement l'humanité afin de redresser les torts accumulés par les siècles passés, de rafraîchir l'atmosphère et de balayer les monopoles et les préjugés. On remarque une certaine périodicité dans ces grands soulèvements des opprimés. La fin de chacun des 5 derniers siècles a été marquée par les mouvements massifs qui ont permis à la liberté de gagner du terrain en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suisse et en Bohême. Gervinus, le grand historien allemand de notre siècle, a considéré cette périodicité comme une loi. Le patriote et philosophe italien Ferrari, pour sa part, consacrant une attention spécifique au phénomène d'évolution et de révolution, a tenté d'en expliquer les causes. Qu'on l'explique ou pas, il s'agit là de faits propres aux 5 derniers siècles. Il ne fait pas de doute que notre siècle n'échappera pas à la règle. Il suffit de regarder autour de nous, d'observer. Tous ces faits qui annonçaient l'approche des révolutions dans le temps passé ne peuvent que frapper l'observateur objectif. La crise économique empire de jour en jour. Des millions d'ouvriers chassés de la campagne vers les villes, en expansion constante, errent sans trouver de travail. Nous nous vantons de nos villes gigantesques et une misère inouïe se développe dans ces centres où l'on dépense la richesse du monde dans un luxe malsain, au milieu des haillons et du dénuement des pauvres. Il n'y a nulle part, en aucun quartier, de perspective d'amélioration. La crise ne peut qu'empirer. Puisqu'elle trouve sa cause dans une situation où ceux qui produisent les richesses ne peuvent l'acheter, où les consommateurs doivent être recherchés ailleurs que parmi les producteurs, où pour tous ces consommateurs en Inde, en Afrique et partout ailleurs, il existe 2 ou 3 concurrents, la crise ne peut être seulement temporaire. Il s'agit donc de transformer profondément notre système de production, et cela doit être fait tout de suite. Ceux qui souffrent n'attendront pas plus longtemps, ce n'est pas possible. Les institutions politiques dans lesquelles on plaça tant de confiance il y a un demi-siècle se sont avérées des échecs. L'énorme machinerie de l'État ne contente personne, et la confiance dans le gouvernement parlementaire, dans le suffrage qu'il soit limité ou universel, disparaît peu à peu. Même les institutions démocratiques des États ont abouti à un échec pire encore que toutes celles d'Europe. Il faut un nouveau départ. Telle est la protestation générale. Dans l'intervalle, s'est développée parmi nous une nouvelle force sociale, l'ouvrier, le producteur de la richesse. La simple augmentation du salaire, la simple réduction du temps de travail ont cessé d'être les uniques exigences des ouvriers en Europe. Ils vont plus loin que cela. Ils perçoivent combien est infime leur part des immenses richesses qu'ils ont récemment produites, combien peu ils sont protégés, y compris les mieux lotis d'entre eux des vicissitudes de l'industrie, à quel point ils sont dépendants de forces hors de leur contrôle, c'est-à-dire des besoins de consommateurs vivant très loin. Et ils veulent produire pour eux-mêmes la richesse qu'ils sont capables de produire à l'aide de la machinerie perfectionnée de notre époque. Chaque jour s'accroît leur désir d'égalité. Cette richesse qu'ils produisent, ces joies supérieures de la science et de l'art qu'ils garantissent à l'heure actuelle à une minorité, ils veulent en jouir pour eux-mêmes. Ils ne veulent plus envoyer leurs enfants de 15 ou même 13 ans à la mine, ni les voir devenir des serviteurs des machines ou des machines eux-mêmes. Et à mesure que s'accroît le désir d'égalité et de liberté, à mesure que l'ouvrier, connaissant de plus près les riches, s'aperçoit qu'ils sont faits des mêmes os, muscles, nerfs et cerveaux que lui-même, à mesure que la presse quotidienne le familiarise avec les passions viles, les perspectives étriquées ou les vices de ses gouvernants, le respect pour ce grand inconnu, le gouvernement, s'efface. L'ultime force qui maintient debout nos institutions pourrissantes, à savoir la vénération, disparaît. La blanche perruque de l'avocat devient aussi peu impressionnante que la couronne des pairs et le discours du Premier ministre. L'esprit de révolte se répand dans les masses. La circonstance la plus insignifiante devient la cause d'une explosion. Cela a toujours été le cas à la veille des révolutions.
Un jeu enfantin se change en trouble et conduit au massacre. Une intervention de la police se change en conflit armé. Les rassemblements se transforment en émeutes et les grèves conduisent à la guerre civile. Mettez ensemble tous ces faits, analysez leurs actions mutuelles, et si vous connaissez les nations qui se sont trouvées à la veille des révolutions, vous ne douterez plus de l'imminence de la révolution au XIXe siècle. Peu d'années s'écouleront avant que les gouvernements ne soient renversés sur le continent. Déjà, en 1848, l'insurrection en Italie s'était répandue sur tout le continent. Les barricades parisiennes furent immédiatement suivies par les barricades à Vienne et à Berlin. Maintenant que les Européens sont si étroitement liés par la vapeur et l'électricité, maintenant que des idées semblables inspirent l'ouvrier norvégien et le paysan italien, le développement rapide de la révolution est encore plus inévitable. Des gouvernements seront renversés, des républiques et les communes proclamées, et les masses mettront en œuvre dans ces républiques et ces communes la transformation du système de production actuel et de l'organisation politique sur la base de nouveaux principes. Les paysans d'Espagne et de Russie, d'Allemagne et de France, de Belgique et d'Italie s'approprieront la terre dont ils ont été expropriés. Les travailleurs des villes prendront possession des usines et des fabriques. Des actions d'expropriation auront lieu. De nouvelles formes de vie seront mises à l'essai. On prendra de nouveaux départs dans la vie industrielle et politique de société. Qu'elles aient été couronnées de succès ou en partie des échecs, toutes les révolutions ont réussi en une certaine mesure. Les Bourbons sont revenus en France, mais les institutions féodales ne revinrent pas avec eux, pas plus que l'autorité absolue du roi. Qu'elle soit ou non partiellement vaincue, la révolution à venir fournira, comme cela a toujours été le cas, la formule de l'évolution du prochain siècle. L'Angleterre sera-t-elle épargnée par ce mouvement ? La classe moyenne d'Angleterre a la réputation d'être suffisamment prévoyante pour faire les concessions nécessaires au bon moment. Seront-elles capables de le faire une fois encore ? Il y a 40 ans, elles pouvaient dire aux ouvriers révoltés « Soyez nos égaux au plan politique » et dans le domaine de l'industrie, marchons main dans la main à la conquête du marché mondial. La situation n'est plus la même, pas plus que les enjeux en question. La promesse d'un enrichissement continu du pays reposant sur la fabrication pour d'autres individus que les ouvriers eux-mêmes n'a pas été tenue. Si elle était répétée une nouvelle fois, elle serait caduque. Il en va de même pour le gouvernement représentatif. Les enjeux de contestation, eux aussi, ne sont pas les mêmes. Tant que l'Allemagne et la France se révoltaient pour obtenir ce qui était déjà en place en Angleterre, les révolutions françaises et allemandes ne pouvaient avoir aucune emprise sur les consciences anglaises. Mais les ouvriers allemands et français vont désormais plus loin. Ils demandent l'égalité économique, requièrent de nouvelles formes de vie économique, leur insurrection exige le socialisme et non la représentation politique. Et les idées des travailleurs du continent trouveront un écho en Angleterre. La classe moyenne anglaise est-elle préparée à prendre la tête de ce nouveau mouvement ? Comme elles l'ont fait pour celui qui a été mené à la réforme parlementaire. Les meneurs ont-ils conscience des tendances qui se font jour ? Reconnaissent-ils leur justice ? Non. Et les vagues de la révolution européenne ne viendront plus se briser contre les falaises de l'Angleterre. Elles emporteront certaines d'entre elles. Il ne sert à rien de ricaner, de s'écrier « Pourquoi de telles révolutions ?» Il ne sert à rien pour le marin de mépriser le cyclone et s'écrier « Pourquoi devrait-il s'approcher de mon navire ?» La tempête a son origine dans le passé, dans la région lointaine. La brume froide et l'air chaud ont longtemps lutté avant que la grande rupture d'équilibre, la tempête, ne se forme. Il en va de même pour les tempêtes sociales. Des siècles d'injustice, des années et des années d'oppression et de misère, de mépris des asservis et des pauvres ont préparé l'orage. Quant à nous, la poignée d'individus qui voyons arriver la tempête, avertissons les insouciants et nous faisons lapider pour avoir donné l'avertissement. Nous sommes tout aussi incapables d'éviter l'orage que d'en accélérer la venue. Sa première apparition dépendra de causes plus grandes que celles sur lesquelles nous avons prise, mais il nous est possible, et nous devons le faire, d'exposer ces causes véritables. Nous devons nous efforcer de découvrir et d'énoncer, avec des mots simples, les espoirs, l'idéal timide et indistinct qui met les masses en mouvement. Mieux on les comprendra,
plus vivement on prendra à cœur et plus importants seront les résultats obtenus et moins nombreuses seront les victimes inutiles. Ces espoirs consistent à se débarrasser de l'oppression capitaliste, à abolir le gouvernement de l'homme par l'homme. Voilà, c'est fini pour cette première lecture de Pierre Kropotkin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Pierre Kropotkin était un Russe qui a navigué dans plusieurs pays d'Europe, principalement. Il a fait l'objet de plusieurs périodes d'emprisonnement et puis il a eu de nombreux écrits, alors que ce soit à travers le journal Freedom à Londres, ou alors Les Révoltés ou La Révolte en France et en Suisse, qui ont été repris dans des ouvrages, par exemple comme Paroles de révoltés, par exemple La conquête du pain également. On peut voir aujourd'hui par rapport à cette lecture donc d'un écrit qui date quand même de 1886, l'écho qu'il peut donner à la période actuelle que nous vivons. Alors ces lectures n'est pas totalement involontaire justement, le but c'est de faire un petit peu écho à ce qui a pu se passer précédemment et ce qui est en train de se passer actuellement. Alors c'est pas un appel à la révolution, pour autant il y a une prise de conscience nécessaire à avoir par rapport à ce qui est en train de se dérouler et ce qui peut advenir. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette lecture, n'hésitez pas le cas échéant à pouvoir me laisser un petit commentaire. Si vous avez des idées de lecture particulières, des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas. Et donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, du moins prochaine audio, que je vous présenterai donc de ce même auteur, donc Pierre Kropotkin. Et sur ce, passez une bonne soirée. N'hésitez pas à m'écouter et à regarder mes vidéos.